Oh, pardon. Bonjour, Aldan Rakerson pour un nouvel épisode des Initiations aux runes, épisode numéro 6, intitulé Fusark, Fusork, Fusark récent. Mais pourquoi tant de runes? Vous l'avez peut-être remarqué, les runes, c'est compliqué. C'est pourquoi on peut pas s'y attaquer, je vous l'ai déjà dit, sans une solide formation préparatoire, dans des domaines différents. Aujourd'hui, nous allons aborder notre sujet en étudiant de la géographie, de l'histoire et aussi de la linguistique. Mais avant tout, une question pour vous. Quel Fusark utilisez-vous? Quel système runique? La plupart des francophones utilisent le vieux Fusark, celui à 24 runes, qui, ceci dit en passant, n'est pas le système utilisé par les Vikings. Donc, les francophones utilisent le système à 24 runes pour la simple raison que ces phonèmes, c'est-à-dire les sons, sont ceux qui s'adaptent le moins mal à notre langue, à la langue de Molière. Malheureusement, aucun système runique n'est adaptable à la langue française, c'est comme ça. Mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, savez-vous qu'il existe plusieurs systèmes runiques? Voulez-vous en savoir plus? Papier-crayon, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 3, l'origine historique du Fusark, je vous renvoie à cette vidéo, mais également lu dans cet excellent ouvrage aux racines des runes, que je ne peux que vous recommander naturellement, le vieux Fusark, le tout premier système runique, a vu le jour à une époque où tous les Germains parlaient une seule et même langue, que ce soit en Scandinavie ou en Germanie continentale. Ce système runique est connu donc sous le nom de vieux Fusark, voire aussi Fusark ancien, ou même parfois de Fusark germanique commun comme la langue qu'il a vu naître. Ce système va être utilisé par une élite pendant un peu plus de 500 ans, sans évolution malgré quelques variations locales. Ici, il faut étudier attentivement l'histoire. À partir de 372, c'est-à-dire à la chute de l'empire gothique d'Armanaric, évoqué dans l'épisode 5, commence la période des grandes invasions. Vous avez vu la définition que j'ai donnée donc dans l'épisode 5 entre la période des grandes migrations et les grandes invasions. C'est dans cette période-là que nous allons maintenant nous situer. C'est une longue période, elle dure plus de 600 ans, de guerre, de conquête, de destruction et de naissance de nations, et qui va aboutir à... ça va finir par dessiner les grandes lignes de la carte ethnique de l'Europe. Vers l'an 500, les Germains sont en guerre constante depuis plus d'un siècle. L'équilibre précaire d'une Europe partagée, on l'a vu entre Rome et le Barbaricum, qui était dominé par les Germains, a été détruit par l'éruption soudaine des Huns dans l'écosphère européenne. Ce mouvement parti du fond des steppes orientales a fait que certains peuples ont déjà disparu, d'autres ont été chassés de leur territoire, d'autres ont été anéantis ou absorbés par des conquérants. Par exemple, les deux branches principales des Goths, les Visigoths et les Ostrogoths, errent désormais dans l'Empire romain à la recherche d'un statut et d'un territoire. Des peuples ostiques, comme les Vandales par exemple, ont été repoussés jusque chez les Germains vestiques, où ils vivent dans une situation conflictuelle. Par effet domino, c'est toute l'Europe qui est ainsi bouleversée et qui est plongée dans une longue période chaotique. Ces circonstances génèrent des fractures politiques et culturelles importantes, divers peuples subissant diverses influences en fonction des circonstances. La culture unique, par exemple, va influencer les Gépides, la culture romaine va naturellement influencer les Germains qui errent dans l'Empire, également la culture scythique, celle des Sarmates ou des Alains qui sont de très vieux alliés des Vandales par exemple. Tout cela va impliquer des évolutions importantes en termes de politique, culturelle, religieuse et, pour le sujet qui nous intéresse, linguistique. Mais avant d'en venir au cœur du sujet, un peu de contexte historique. Pendant des décennies, les légions et la flotte romaine ont fait face aux incursions de pillards germaniques venus par la mer du Nord. Les Vikings, qui viendront 400 ans plus tard, n'ont rien inventé. Avec la longue chute de l'Empire romain, les choses vont s'aggraver. Après le franchissement du Rhin en décembre 406 et l'invasion de la Gaule par les Germains, le général Constantin, stationné sur l'île de Bretagne, se proclame empereur en 407 et, emportant toutes les troupes romaines, passe sur le continent pour un destin finalement tragique. L'île est alors abandonnée à son sort, les Germains vont en profiter. Venus de la péninsule du Jutland et des embouchures de l'Elbe, de la Vézère et du Rhin, des Jutes, des Angles, des Saxons, des Frisons et même des Francs, qui vont coloniser l'île de Wight, vont traverser de plus en plus nombreux la mer du Nord à l'assaut de l'île, mais aussi des côtes sud de la Manche. Dans le même mouvement, les Pictes au nord et les Scots à l'ouest vont s'étendre aux dépens des Britto-Romains.
Commence alors une migration de peuplement de plus en plus massive qui aboutira vers le 7e siècle et après une histoire complexe à la création d'une heptarchie, c'est-à-dire de 7 royaumes dits anglo-saxons. Cette situation durera jusqu'à l'ère viking. Digression. Si les Jutes ont laissé leur nom à la péninsule du Jutland, les Angles vont donner leur nom à l'Angleterre en formation. La forte présence de Saxons justifiera l'appellation d'Anglo-Saxons. Parallèlement, les Bretons de l'île sont lentement repoussés vers l'ouest, et entre 460 et 480, des réfugiés brito-romains quittent l'île pour s'installer en Armorique, qui deviendra à son tour la Petite-Bretagne, notre Bretagne. J'ai évoqué lors de l'épisode 5 le fait que pendant la période des grandes migrations, la langue germanique commune s'était distinguée en 3 ensembles distincts, l'ostique, le vestique et le nordique. Ici, c'est une évolution des locuteurs des riverains de la mer du Nord qui nous intéresse particulièrement, puisque leur langue va se distinguer. Nous entrons dans le cœur de notre sujet. Sur les rives de la mer du Nord, les Frisons vont développer une langue partagée avec leurs voisins saxons, qui compte bientôt de nouveaux phonèmes, c'est-à-dire des sons nouveaux, alors que la langue des Francs, leurs voisins méridionaux, évolue de son côté. Alors que plus au sud, le christianisme va faire disparaître l'usage des runes sur le continent, les régions côtières du Nord, toujours fidèles à la foi de leur père, vont en maintenir l'usage. Cependant, les maîtres des runes vivant parmi eux vont constater que le vieux fusarque, en usage depuis plus de 500 ans, n'est plus adapté à la réalité linguistique locale. Les maîtres des runes vont alors prendre une décision radicale et lourde de conséquences. Ils vont modifier le fusarque, ce qui est une véritable révolution, la première révolution runique. Il s'agit d'ajouter des runes dont les phonèmes correspondent à une langue dont la prononciation s'est complexifiée. Nouveau son, nouvelle rune. Cela implique également, et c'est très important, une réorganisation de ce système nouveau, car l'organisation interne des runes doit être logique et organique. Elle doit répondre à une cohérence interne. Le nouveau système runique inventé en Frise va ensuite se développer dans l'Angleterre en formation. Prenons d'abord le nom de anglo-frison. On en connaît plusieurs versions du fait qu'il doit s'adapter à une langue qui ne cesse d'évoluer. Ce travail ne va pas se faire facilement, ni en un seul jour, c'est pourquoi le Fusork va d'abord être un système à 26, puis 28, et enfin 31 et même 33 runes. Ce nouveau système runique est appelé Fusork, car la 4e rune ne donne plus le phonème A, mais un AN. C'est le petit A avec un rond dessus des langues scandinaves. Notez un détail, le Fusork se transcrit avec notre alphabet latin, par les modernes, avec un C et non plus avec un K, car là aussi, le caractère correspondant change de forme dans un nouveau système, comme nous allons le voir tout de suite. Avant tout, je tiens à expliquer ici que je ne suis pas linguiste, et que si je fais de mon mieux, je ne garantis pas l'exactitude de la prononciation des phonèmes que l'on va aborder maintenant. Je ne suis pas un spécialiste du germanique commun, c'est dommage, celle de la langue du vieux fusarque, non plus que de l'évolution linguistique de cette langue en ce qui deviendra le vieil anglais et le vieux frison. Ceci dit, pour illustrer les choix des maîtres des runes frisons, quelques exemples. D'abord, 2 runes du vieux fusarque, Ansuz, qui représente le phonème A, et Othal, qui représente le O. Dans le Fusork, la 4e rune va changer de forme. Elle va prendre le nom de Os et exprime le son O. C'est le même phonème que celui de la rune Odal du vieux Fusarque. Par conséquent, dans le Fusork, cette rune, toujours en 24e position, si elle garde sa forme dans une version à 28 runes, se retrouve ailleurs sous d'autres formes. Elle prend le nom de Ethel et représente désormais le son E. Le phonème A ne disparaît pas de cette nouvelle langue germanique. On le retrouve donc exprimé par une rune dans le Fusork à la 25e position avec une nouvelle forme et le nom de Ak. Pour complexifier le sujet, la forme initiale qui est celle de Ansuz dans le vieux Fusarque ne disparaît pas non plus. On la retrouve en 26e position dans le Fusork, nommée Aesk et représentant le phonème Ae. Autre changement de forme pour la rune Kenaz du vieux Fusarque qui, dans le Fusork, change de forme et devient Ken, pour exprimer le même phonème K. C'est cette évolution de forme que la graphie latine moderne retranscrit avec le C du Fusork à la place du K de Fusarque. Encore une fois, je ne garantis pas ici les prononciations qui demandent l'aide du spécialiste que je ne suis pas.
Mais ces quelques exemples, qui ne concernent pas tous les changements opérés, suffisent à se faire une idée de la complexité du sujet et de la somme de travail et de réflexion qu'il a fallu au maître des runes pour aboutir à ce système fonctionnel. Sachant, et c'est important, que chaque rune nouvelle ou modifiée possède toujours sa symbolique, son sens ésotérique et sa fonction magique. Notez bien que dans ce système, pour le même phonème, on utilise une forme différente. Ce qui veut dire, et c'est très important, que les runes du Fussork ne sont pas celles du Fusark qui devient ancien. On ne mélange pas les runes de différents systèmes qui ont été conçus dès le départ pour être complets et cohérents. On n'a pas fait évoluer le Fusark, on a créé un tout autre système inspiré du premier. Vous trouvez ça compliqué? Vous n'avez pas fini de souffrir. Le Fusark récent, ou plutôt les Fusark récents, ne vont pas vous aider. Alors qu'en Angleterre, le Fussork aboutit à un système de 31 puis 33 runes, la Scandinavie va connaître elle aussi une évolution entre les 7e et 8e siècles. Elle va connaître une seconde révolution runique. C'est l'époque des exploits de Beowulf et de la glorieuse civilisation de Vendel qui précède immédiatement celle des Vikings. C'est également une époque d'une profonde évolution linguistique et assez rapide. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, ici aussi, le vieux Fusark se retrouve inadapté à la langue nordique qui évolue vers le norrois des Vikings. À l'exemple des Anglo-Frisons 150 ou 200 ans plus tôt, les Scandinaves vont alors créer un nouveau système runique. Mais au lieu de multiplier les runes, les maîtres des runes du Nord vont adopter une autre méthode tout aussi radicale. Au lieu donc de les multiplier, ils vont en réduire le nombre, passant d'un système de 24 runes à 16 runes. Là où les autres systèmes runiques utilisaient une rune pour exprimer un phonème, les runes de ce nouveau Fusark vont souvent représenter plusieurs sons. Comparons quelques runes du vieux et du nouveau Fusark. La rune Uruz du vieux Fusark exprimait le son OU. Celle du Fusark récent, Uruz ou Ur, ne change pas de forme, mais sert à exprimer, outre le OU, les phonèmes V, O, ouvert ou fermé, c'est-à-dire O ou O, mais également E et AO. Autre exemple, la rune Issa du vieux Fusark garde sa forme, mais outre le I originel, elle exprime les phonèmes E, Ei et Ye dans le Fusark récent où elle porte le nom de Issaz. La rune Kenaz du vieux Fusark, comme dans le Fussork, prend une forme originale. Elle exprime toujours le son que, mais aussi Ge, dur, Ve, comme la rune Ur vue plus haut, et Ng, qui est le son de la rune Ingvaz. À partir de ce modèle, plusieurs Fusark, dits récents cette fois, vont voir le jour. Le danois, le suédo-norvégien, qui sont les plus communs et qui sont assez similaires. Plusieurs autres Fusark, toujours à 16 runes, vont apparaître localement comme le Fusark orcadien ou le Fusark de Helsinge en Suède, qui présente une simplification de forme extrême. Ce sont ces systèmes runiques qui, enfin, ont été utilisés plus tard par les Vikings et que l'on voit sur les milliers de pierres runiques de Scandinavie. Le vieux Fusark, très populaire en France, celui de 24 runes, n'est donc pas le Fusark des Vikings. C'est une idée qui est bien trop ancrée et il faut en finir avec ça. Il n'y a donc pas lieu de les confondre et encore moins de les mélanger. Enfin, et pour terminer avec cette vidéo, quelque chose d'important, je suis assez souvent contacté par des gens qui me demandent mon aide pour transcrire du français, que ce soit une phrase ou le prénom moderne de leurs enfants, pour les tatouages notamment. Le fait que les anciens maîtres des runes ont cru utile d'inventer de nouveaux systèmes pour des raisons linguistiques, pour des raisons d'évolution, doit nous inspirer et indique clairement que l'on ne peut pas adapter le vieux Fusark, par exemple, à notre langue. À titre d'exemple, vous avez ici sur la gauche un texte en vieil anglais et sa traduction à droite en français. Le Fussork a été conçu pour écrire le vieil anglais et pas pour écrire le français. Les runes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Il n'y a rien à faire. C'est un peu comme si vous essayiez d'adapter un moteur de 4L sur une 2 chevaux. Ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, cette vidéo se termine. Vous voyez que c'était un sujet complexe et qui exige de votre part de vous renseigner et d'étudier par ailleurs. En attendant, vous avez déjà une idée du sujet. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas surtout de liker, abonnez-vous si ça n'est pas fait. À très bientôt pour un nouvel épisode des Initiations aux runes. Au revoir.